Monsieur le ministre chancelier de l'Institut de France, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, mesdames et messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, madame la présidente du Conseil supérieur des programmes, monsieur le doyen des inspecteurs du second degré, madame la déléguée académique aux arts et à la culture, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves, chers amis. C'est une joie et un honneur d'accueillir en Sorbonne des invités si prestigieux. Monsieur le ministre, monsieur le chancelier de l'Institut de France, cher Xavier Darcos, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, cher Jean-Robert Pitt, vous êtes ici chez vous. Et vous aussi, chers élèves, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir en Sorbonne avec vos professeurs dans ce très bel amphithéâtre. Ces figures qui nous contemplent autour de vous, philosophes, savants, hommes de lettres et de sciences, représentent ce que nous essayons ici de perpétuer, ce que vos professeurs ont pour vocation de vous transmettre. Dans cet amphithéâtre, c'est en effet la magie de la transmission qui se rejoue. Cette opération par laquelle les choses du passé rencontrent celles du présent. Notre invité du jour, le secrétaire perpétuel Jean-Robert Pitt, y a beaucoup réfléchi. Et je sais que vous-même, qui arrivez au terme de votre scolarité de lycéen, n'y êtes pas tout à fait étranger. Nous inaugurons ce matin, en si bonne compagnie, un cycle qui s'étendra jusqu'au mois de juin, qui a été pensé et préparé en étroite coordination avec l'Académie des sciences morales et politiques, que je remercie. Je me réjouis que notre partenariat avec l'Institut de France puisse se concrétiser dans ce si beau projet. Et je sais qu'il ne sera pas le seul, car il s'agit au fond d'une étape supplémentaire dans le rapprochement entre nos deux institutions. La rencontre de membres de l'Académie des sciences morales et politiques avec des élèves issus d'établissements des 3 académies d'Île-de-France, Créteil, Paris et Versailles, est un geste d'ouverture à plus d'un titre. Pont entre les savoirs et entre les disciplines, cette rencontre tisse surtout un lien intergénérationnel important. Ces rendez-vous, qui seront accessibles au plus grand nombre grâce à des captations vidéo, constituent un complément essentiel au temps éducatif que vous passez en classe. Car au terme du lycée, vous arrivez aussi, bientôt, au terme d'un parcours d'élève. Ce parcours civique et intellectuel, à l'école, mais aussi en dehors, vise à faire de vous des citoyens, c'est-à-dire des individus informés, cultivés, connaissant leurs droits et conscients de leurs responsabilités. Cela passe bien sûr par l'acquisition d'un jugement moral et civique, mais aussi par le développement d'une culture de l'engagement. Ce sont ces valeurs que nous voulons promouvoir et développer chez les élèves de l'Académie à travers ce cycle académicien en Sorbonne. En les cultivant, vous développerez non seulement la capacité à penser par vous-même, mais vous vous rendrez également disponible à la découverte de nouveaux horizons. Car c'est bien là ce qui distingue un esprit libre d'un esprit dogmatique. Et je connais peu d'esprits érudits aussi libres que celui de notre invité d'honneur aujourd'hui, Jean-Robert Pitt. Cette liberté, c'est celle qui a conduit un brillant professeur de géographie, qui avait fait sa thèse sur les rapports entre l'homme et le châtaignier depuis l'Antiquité, à s'intéresser à la gastronomie. Par quel biais? Celui des paysages. Oui, c'est ainsi que se construit la culture, par de la curiosité, de l'ouverture aux autres et au monde, et un jeu de correspondance de proche en proche qui finit par élargir vos horizons. Vous avez d'abord été voyageur. Jeune agrégé, vous décidez de vous envoler pour le Sahara et devenez professeur à l'École normale supérieure de Nouakchott en Mauritanie. De cette expérience de 2 ans, vous tirerez votre premier livre en 1977. Très vite, votre intérêt s'oriente autour de la géographie des paysages, genre relativement nouveau, dont vous allez littéralement révolutionner l'étude. Puis vous parcourez la France, vous faites découvrir ces paysages, vous éloignant de la géographie purement physique et hors des sentiers battus de la géographie humaine. Privilégiant une approche sensorielle, vous ouvrez un champ entier de la recherche dans lequel vous ont suivi depuis nombre de chercheurs. C'est ainsi que, géographe des paysages, vous êtes devenu géographe de la gastronomie,
ou plutôt, disons-le franchement, le géographe de la gastronomie. Vos travaux en ce sens sont très nombreux, de gastronomie française, histoire et géographie d'une passion en 1991, à Bordeaux-Bourgogne, les passions rivales en 2005, jusqu'à plus récemment un atlas gastronomique de la France en 2017. Ces succès éditoriaux, vous les avez rendus concrets dans vos fonctions de président de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, en contribuant à faire classer le repas gastronomique des Français au patrimoine mondial immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Cette reconnaissance illustre, à mon sens, parfaitement où peut mener la culture de l'engagement dont je parlais plus tôt, à la traduction dans les faits d'un itinéraire savant. Votre parcours nous prouve que le succès ne vient pas de la linéarité et qu'il faut savoir, par l'exigence, dans l'excellence, s'éloigner parfois un temps des sentiers déjà tracés, penser à côté, à contretemps. Monsieur le secrétaire perpétuel est un exemple vivant que l'acquisition de connaissances dessine aussi des parcours de vie singuliers. En venant en témoigner en Sorbonne, vous, mais aussi les autres membres de l'Académie des sciences morales et politiques dans un temps à venir, se placent dans la lignée de la mission que leur a assignée François Guizot. Éclairer les enjeux du passé pour préparer l'avenir. Pour nous, pour vous, c'est une formidable opportunité d'ouvrir une réflexion critique. Le geste que nous répétons aujourd'hui, c'est celui, je le disais, de la transmission. Cette énergie constamment en mouvement, où l'héritage du passé et l'espoir en un futur meilleur se rencontrent. Le patrimoine, l'héritage, la tradition, puisque ces notions sont au menu aujourd'hui, voici une tradition en guise d'envoi. C'est une tradition tenace en France, celle de souhaiter la bonne année jusque très tard dans le mois de janvier. La perpétuant volontairement, je forme le vœu que cette année nous permettra de sortir de la situation de crise sanitaire et de retrouver les paysages. Dans l'espérance d'une année meilleure, je souhaite que ce cycle de rencontres crée des vocations. Je suis sûr que notre invité saura ce matin en susciter de nouvelles. Et nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de la tenue de notre prochaine rencontre, en espérant bien sûr que les conditions le permettent, le 10 février 2021, avec Jean-David Lévite, ambassadeur, qui vous parlera de géopolitique à travers l'histoire des deux guerres du Golfe, celle de 1991 et celle de 2003. Je suis heureux que nous puissions d'ores et déjà nous donner ce rendez-vous. Le succès de ce cycle, monsieur le chancelier de l'Institut de France, je sais que vous y êtes vous aussi très attaché. Je veux dire combien je suis touché de l'honneur que vous nous faites aujourd'hui par votre présence, par votre parcours à la fois politique et savant, par vos travaux, par votre engagement sans relâche en faveur de l'école, en tant que ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, mais aussi à travers vos réflexions, vos livres, vos prises de position, les fonctions qui ont été les vôtres à l'Académie des sciences morales et politiques, puis à l'Académie française à partir de 2013. Vous incarnez, cher Xavier Darcos, les valeurs que nous avons pour vocation et pour mission de transmettre aux élèves. Je vous remercie et je vous cède sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, cher Christophe Querero, cher monsieur le recteur de l'Académie de Paris, de cet accueil, de ces propos si courtois et si bienveillants aussi pour ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui. Mesdames et messieurs, avant même de parler de ce qui va se passer aujourd'hui, je voudrais vous dire à quel point c'est une joie de voir des élèves, des jeunes gens et des jeunes filles dans cet amphithéâtre et de nous voir surtout rassemblés. Car dans cette période si délicate que nous vivons depuis un an, je crois que la souffrance de ne pas se côtoyer, la difficulté d'organiser des réunions, des échanges, des fêtes ou des séances de travail est peut-être plus pénible pour les gens de votre âge que pour ceux qui, comme nous, on commence à en avoir vu d'autres. Et donc, je pense très souvent à votre génération, à cette période délicate. Et je voudrais remercier d'emblée Jean-Robert Pitt et tous ceux qui l'entourent, et monsieur le recteur de Paris, Christophe Querero, d'avoir essayé de faire une brèche dans ce blocage, dans ce blocus dont sans doute vous souffrez tous. Et j'en profiterai à cette occasion pour saluer le travail extraordinaire que feront les chefs d'établissement et vos professeurs, vos enseignants, ceux qui s'occupent de vous, car ils ont tenu, peut-être les seuls, je le signale, ce sont les seuls qui ne se sont pas arrêtés. Ils ont fait front, tout simplement parce qu'ils avaient le sens de leur mission
et parce qu'il vous aime. Et je voudrais saluer ici, dans cet amphithéâtre, l'honneur de la République qui est son école, celle qui tient, qui ne lâche pas, même dans les moments les plus difficiles. Et si vous voulez bien, nous allons applaudir vos professeurs. Alors, les professeurs ne sont pas les seuls à s'occuper de jeunesse et de culture. Il y a aussi des académiciens, peut-être pas tous, mais enfin l'immense majorité d'entre eux. Parmi eux, il y en a un particulièrement militant, Jean-Robert Pitt, dont on vient de dire la carrière. Jean-Robert Pitt est actuellement, après avoir été dans bien d'autres missions, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Ça ne veut pas dire qu'il soit vraiment un secrétaire, il est plutôt un animateur, un responsable. Ça ne veut pas dire non plus qu'il sera perpétuel, je lui préviens tout de suite. Il le sera d'autant moins que j'ai été moi-même secrétaire perpétuel et je ne le suis plus, donc on peut le constater facilement. Mais surtout, je suis sûr qu'il est très heureux de se retrouver ici, à côté du recteur de Paris, parce qu'il est dans ses murs, puisque comme l'a rappelé tout à l'heure Christophe Querero dans sa présentation de Jean-Robert Pitt a été le président de l'université de Sorbonne. Et donc, il connaît ces lieux, il a été un animateur de la vie universitaire parisienne pendant très longtemps, avant de remplir ses fonctions. Ceci explique cela, d'ailleurs. Je pense qu'en devenant l'académicien qu'il est, en devenant le responsable de l'Académie des sciences morales et politiques, il n'a pas pour autant cessé d'être un professeur. Et sa préoccupation, comme celle de presque tous les académiciens, c'est aussi celle des universitaires, mais c'est de continuer à maintenir un pont, un lien entre le savoir, entre l'activité intellectuelle elle-même et sa raison d'être, qui est la transmission. Il n'y a pas d'universitaire qui ne soit pas pédagogue. La vocation du savoir, c'est évidemment de se transmettre. Et dans cette assemblée d'académiciens, chacun d'entre eux pense aux générations qui viennent et veulent les aider à entrer dans la vie. D'où l'idée excellente, soutenue évidemment par le rectorat de Paris, que l'Académie des sciences morales a élaborée, de proposer à des élèves, plutôt de la région parisienne, certes, parce qu'il est difficile de se déplacer actuellement, un programme de haute tenue assez varié sur des cadres et des sujets qui peuvent animer la réflexion des jeunes lycéens ou des futurs bacheliers dans le cadre de l'enseignement du collège et des lycées. C'est un programme de qualité, je vais en dire un mot tout de suite, mais c'est surtout un programme qui, je l'espère, vous sera utile. Je ne sais pas quelle idée vous vous faites des académiciens et de l'Institut de France. Peut-être l'image que vous en avez, c'est celle d'ailleurs de cet uniforme que l'on voit ici, ce sont celles de lieux un peu solennels, un peu officiels, avec des cérémonies parfois très somptueuses, avec des tambours de la garde républicaine, avec des académiciens en uniforme. Inutile de vous dire que tout ceci est tout à fait marginal dans la vie de l'Institut de France. Il faut des rites, il faut des moments officiels, mais l'Institut, ce n'est pas ça du tout. L'Institut de France est le rassemblement d'académiciens qui recouvrent toutes les disciplines du savoir et des arts, qui ont été élus par leurs pairs et qui se rassemblent pour essayer de continuer à travailler, pour éclairer, pour soutenir, pour faire en sorte que la nation reçoive en retour de la part des académiciens à qui elle a permis ce cursus, reçoivent en retour leurs conseils, leur lumière, leur soutien. Et donc l'Institut de France, à la fois, il préserve, il conserve, il y a beaucoup de monuments ou de bâtiments dont il est responsable, il éclaire, il essaie d'apporter les lumières du savoir à ceux qui le veulent, et puis surtout, il soutient ceux qui en ont besoin. L'Institut de France distribue chaque année un grand nombre de soutiens de toutes formes, sous forme de bourses, sous forme de prix, près de 25 millions d'euros tous les ans, à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui sont en souffrance ou à ceux qui ont envie de se mettre au service de la société. Eh bien, ce que nous faisons ici prolonge cette vocation de l'Institut. Il s'agit toujours de se mettre au service. Les académiciens sont au service. Ils sont au service de la nation, ils sont au service des élèves et d'apporter
quelques lueurs, quelques éclairages sur des sujets majeurs. Alors, on l'a dit, Jean-Robert Pitt va commencer à donner l'exemple aujourd'hui en parlant du patrimoine français. Mais vous allez avoir la chance, je vous le dis tout de suite, car je connais tous les orateurs qui suivent, vous avez la chance d'entendre des gens de très grande qualité, au moins autant, d'une qualité au moins égale à celle de Jean-Robert Pitt, c'est vous dire. Je pense à Jean-David Lévy, tout à l'heure, le recteur de Paris l'a rappelé, Jean-David Lévy, ambassadeur de France, qui a été conseiller de plusieurs présidents de la République, est sans doute peut-être l'ambassadeur de France le plus connu dans le monde et qui viendra vous parler. Le grand rabbin Haïm Korsia, qui est ici même, qui vous parlera du thème de l'engagement et de bien d'autres sujets. C'est un esprit très libre et très habité par les valeurs morales les plus éminentes. Je suis très heureux que Haïm Korsia ait trouvé le temps, je ne sais pas comment il fait d'ailleurs, parce que le grand rabbin de France, ça circule. Hein? Il a le don d'ubiquité. Il a le don d'ubiquité, à moins qu'il a un clone, je ne sais pas. En tous les cas, le grand rabbin de France viendra vous parler du thème de l'engagement. Vous aurez aussi une philosophe extrêmement brillante, membre de l'Académie Sciences Morales et Politiques, elle aussi, Claudine Kerselin, qui viendra vous parler de la liberté de penser. Et puis enfin, Olivier Houdet, qui est là aussi, que j'aperçois et que je salue, professeur de psychologie à l'Université de Paris, qui vous parlera des mécanismes du fonctionnement du cerveau. Houdet est toujours passionnant. Les autres aussi, mais Houdet est très passionnant aussi. Alors voilà, j'en ai terminé, j'étais un petit peu long. Écoutez, moi, ce que je vais vous proposer, aujourd'hui, c'est des académiciens en Sorbonne. J'espère que bientôt, grâce à vous, ce qui se passe dans cette grande amphithéâtre magnifique, ce sont de futurs académiciens en Sorbonne. Je compte sur vous. Bonne journée à tous. Avant de céder la parole à Jean-Robert Pitt, comme M. Pitt est un géographe, il a souhaité vous parler depuis un de ces lieux, l'Académie, l'Institut. Je vais vous montrer un petit film. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et Géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens, mais en réalité le mot morale s'applique aux mœurs, c'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté, puisque notre seule tutelle, c'est le président de la République et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr dans le respect de toutes les opinions, et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous, nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets, mais précisément ce débat libre et aimable, respectueux des autres est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre. Et donc je pense que nous avons des choses à dire. Alors nous sommes ici dans la grande salle des séances. Il y a 2 salles de réunion. Et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très, très belle salle entourée des bustes de nos prédécesseurs des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis après-midi sur un thème annuel qui est choisi par le président en accord avec l'Académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir. On a traité des années précédentes de la liberté d'expression, on a traité des relations internationales en France et dans le monde, on a traité des grandes institutions juridiques internationales. Enfin, les sujets sont très très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui se réunit sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie
qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Bonjour à tous. Pour mettre un peu d'animation, je parle d'abord d'ici, après j'irai là-bas, parce que sinon il n'y a pas assez de mouvement sur cette vaste scène. Je suis très ému d'être ici parce que me revient le souvenir de la première fois où je suis entré dans cet amphithéâtre, juste après avoir passé le baccalauréat en 1966, que j'ai eu de justesse, au rattrapage même. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de rattrapage à l'époque, mais les jurys avaient le droit d'ajouter quelques points pour que les élèves méritants puissent passer. Donc, je fais partie de cela. Et je dois dire qu'arrivant en septembre ou octobre 1966 dans cet amphithéâtre, où il y avait 1000 étudiants en histoire-géographie à l'époque, puisqu'il n'y avait qu'une seule université de Paris, donc tous les historiens et géographes de la faculté des lettres étaient dans cet amphithéâtre. Nous étions 1000. Et écoutez, à l'époque, les micros étaient plutôt rustique, donc si les professeurs avaient une voix qui portait, et cet amphithéâtre a été conçu pour qu'on puisse parler sans micro. Ça ne m'est pas arrivé ici dans cet amphithéâtre, mais un autre qui est l'amphithéâtre Richelieu, qui a 800 places. Il vaut mieux parler sans micro parce que c'est toujours assez périlleux, la technologie, tandis que l'acoustique est formidable. Donc si on sait placer sa voix, comme à l'opéra, on peut parler sans micro. Donc en tout cas, écoutez, de grands professeurs comme Jean Favier, comme Victor Lucien Tapier, des noms qui ne vous disent rien, sauf à vos professeurs, qui étaient des grands historiens des années 60, c'était éblouissant. Et arrivant du lycée, j'avoue que j'avais les yeux écarquillés. J'étais moins impressionné par le bois sacré de Puvis de Chavannes, qu'on vous a caché en partie, mais j'ai appris à l'apprécier, à l'aimer et à en connaître à peu près tous les personnages. En tout cas, merci, cher Christophe, monsieur le recteur, de nous recevoir ici dans cet amphithéâtre. Ça fait tellement plaisir de voir du monde, enfin, librement réuni et en même temps dans la prudence, réfléchir et travailler ensemble. Juste un mot avant que j'entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le patrimoine français et international. L'Académie des sciences morales et politiques, dont je viens de vous donner une présentation par audiovisuel, est une des 5 académies qui sont réunies à l'Institut de France, sur le quai de Conti, vous savez, devant le Louvre, autour de cette ancienne chapelle du Collège des Quatre Nations, qui est la coupole de l'Institut de France, et nous nous réunissons régulièrement sous la coupole, parfois tous ensemble, le jour de la rentrée solennelle de l'Institut. Je pense que, sans vouloir nous hausser du col, nous faisons partie du patrimoine français. Mais c'est en introduction à ce que je vais vous dire tout de suite, nous tenons tous, que ce soit l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques, la dernière née, en 1832, grâce à Guizot, qui l'a fait renaître de ses cendres, eh bien, nous voulons être un patrimoine vivant. Nous ne voulons pas être un musée, même si notre costume, comme l'a rappelé Xavier Darcos, fait parfois un tout petit peu sourire parce qu'il date de l'Empire. Ma fille disait tu te déguises en sapin de Noël aujourd'hui. Oui, en sapin de Noël, avec une épée sur le côté, mais les huissiers du rectorat portent des épées aussi, et ça leur va très très bien. Et d'ailleurs, il faut défendre le recteur, qui est menacé, j'imagine, de partout. En tout cas, comme l'a dit Xavier Darcos, c'est très peu de choses, cet aspect cérémoniel de la vie de l'Institut, mais c'est essentiel parce qu'il faut des rites, et j'insiste beaucoup sur ce qu'a dit le chancelier, il faut des rites. À l'école aussi, il faut des rites, c'est essentiel. Alors, le baccalauréat était un rituel français qui avait été légèrement écorné ces dernières décennies compte tenu de la façon dont il était organisé. Je pense que le nouveau rite, pour vous, eh bien, c'est Parcoursup, c'est-à-dire qu'il vous faut réussir votre entrée dans l'enseignement supérieur. Ça n'est pas un baccalauréat donné plus ou moins à tout le monde qui va vous servir dans la vie. Ce qui va vous servir, c'est d'avoir réfléchi, et donc cette année, c'est la dernière année avant votre entrée dans l'enseignement supérieur, pour ceux qui ont envie d'y aller, de réfléchir à une bonne orientation, d'aller à l'endroit où vous aurez à la fois le goût de faire des études, la capacité d'en faire, et vous aurez réfléchi aux débouchés professionnels. Sans ces 3 conditions, vous aurez beaucoup de mal et vous risquez d'avoir des difficultés dans les premières années de votre entrée dans l'enseignement supérieur. Donc, le goût, le désir de faire des études ou en fonction d'une profession à laquelle on rêve, la capacité d'y parvenir et
l'existence de débouchés professionnels dans cette série. Voilà. Donc, je termine cette brève introduction en vous disant que nous sommes fiers d'être ici, avec mes confrères, le grand rabbin Chaim Corsia et Olivier Houdet. Je remercie toute l'équipe de l'Académie des sciences morales et politiques qui a monté cette opération avec les services du rectorat. Et croyez-moi, ça n'était pas simple à organiser en ce moment. Donc vraiment, bravo pour l'audace, monsieur le recteur, de cette opération. Et en tout cas, nous sommes là, nous, académiciens, dans un seul but, c'est de vous transmettre quelque chose et de vous donner le goût de la réflexion et de la liberté de penser. Alors, entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Je crois que le patrimoine fait partie des questions qui sont au programme de terminale, et en particulier, je m'en suis réjoui beaucoup lorsque j'ai vu ça dans les programmes. Merci, cher Swad, parce que vous y êtes sans doute pour quelque chose, j'ai vu qu'il était important de prendre comme exemple le patrimoine gastronomique. Alors, vous ne pouvez pas imaginer combien ça me fait plaisir, puisque la gastronomie est pour moi fait partie de mes raisons de vivre sur dans cette vallée des larmes qu'est la terre. Nous devons manger 3 fois par jour, mais manger, c'est pas suffisant. Il faut rêver quand on mange. Et on mange aussi de la culture. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire classer, avec un certain nombre d'amis historiens, géographes, sociologues, etc., le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et d'ailleurs, sans doute on aura l'occasion d'en redire un mot tout à l'heure, si je suis devenu géographe, c'est parce que je voulais être cuisinier lorsque j'étais jeune, et j'ai été contrarié dans ma vocation. Je sais que parmi vous, il y a des élèves qui sont dans des formations hôtelières. Cuisinier, c'est un très 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 beau métier. Maître d'hôtel, c'est un métier magnifique. Sommelier, c'est un métier magnifique. Directeur d'hôtel, un métier extraordinaire. Et donc je vous laisse là. J'ai été un peu contrarié, donc j'ai fait de la géographie, je suis devenu professeur, et dès que j'ai pu, il arrive un moment dans la carrière où on peut choisir ses sujets de recherche, je me suis dit, il faut que je revienne à mes premières amours et que je marie la géographie avec la gastronomie et le vin. Ça vous explique la raison pour laquelle j'ai travaillé pendant des années sur ces sujets et aidé un certain nombre d'étudiants à se lancer aussi sur des sujets de recherche dans cet esprit-là. Alors, c'est quelques mots plus généraux sur le patrimoine. D'abord, le mot patrimoine est un très très beau mot qui vient du latin patrimonium et qui désigne les biens de famille. Patrimonium, ça vient de pater, c'est l'héritage du père ou des pères, le patrimoine. Mais pas n'importe quel héritage, ah bah tiens, je suis content, j'ai hérité. Non, c'est l'héritage non seulement accepté, mais aimé, c'est la deuxième chose, sinon c'est pas un patrimoine. C'est un simple héritage matériel. On hérite d'une somme d'argent, d'une maison mais qui n'a aucune valeur sentimentale, donc on va la vendre pour récupérer l'argent. Ça, c'est un héritage. Le patrimoine, c'est la maison. Par exemple, dans les familles aristocratiques, il y a un certain nombre de gens qui héritent de châteaux, qui sont absolument ingérables, qui sont des ruines. Parfois, ils sont en ruine, mais c'est ruineux pour leurs finances. Mais pourtant, ils ont une volonté incroyable de maintenir ces châteaux. Et il y en a quand même en France plusieurs dizaines de milliers de ces châteaux, dont beaucoup appartiennent à des familles qui sont propriétaires depuis des générations et qui dépensent une énergie folle pour essayer de les faire vivre, même quand ils n'ont pas beaucoup d'argent personnellement. Donc ils imaginent des visites et des activités à l'intérieur de leur bâtiment. Mais ça, c'est du vrai patrimoine. C'est la maison des ancêtres, mais vous avez sans doute, un certain nombre d'entre vous, des maisons de famille qui vous servent de résidence secondaire, dans lesquelles ont vécu vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Et ça parle vraiment au sentiment. Quand on entre dans une maison comme cela, même si elle n'est pas très, très, très confortable, on a un petit pincement au cœur. Eh bien, ça, c'est le patrimoine. C'est l'héritage accepté, aimé et ensuite vivant. Et faire vivre un patrimoine, ça n'est pas rien. Et lorsque l'UNESCO a décidé de créer une catégorie du patrimoine naturel et culturel, puis beaucoup plus tard, en 2003, le patrimoine immatériel, l'esprit a été de dire, l'UNESCO dit, nous classerons au patrimoine mondial de l'UNESCO du patrimoine qui est vivant, c'est-à-dire qui est en évolution constante. Un patrimoine,
ça n'est pas un patrimoine si on le met dans une vitrine et qu'on ne le fait pas vivre d'une manière ou d'une autre. Alors le faire vivre, ça peut être d'en parler, tout simplement, mais un patrimoine qui est complètement figé meurt rapidement. Et ce qui compte, c'est précisément qu'il vive. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure, faut pas que je sois trop bavard, mais Marianne va me surveiller, de parler de Notre-Dame de Paris, qui est à 2 pas d'ici. Eh bien, malheureusement, une partie de la cathédrale a brûlé. Elle sera reconstruite et elle sera encore plus belle et elle sera encore plus vivante. Et elle portera surtout la marque, elle sera le témoignage d'incroyable générosité venue de gens riches, mais venue aussi de gens pauvres qui ont envoyé 20 €, un chèque de 20 € pour aider à la reconstruction, et des gens venus du monde entier. Ça, voilà, d'ailleurs, elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais voilà un patrimoine vivant et aimé, et les Français étaient en larmes. Vous vous souvenez de ces reportages où l'on voyait les Parisiens voyant Notre-Dame brûler, il y a des gens qui pleuraient, y compris des jeunes de votre âge. Donc ça voilà vraiment l'exemple même d'un patrimoine qui est vivant. Alors ça a toujours existé, le patrimoine. Ce n'est pas une invention du XXe siècle, encore moins ou des siècles précédents. Ça existe depuis la haute antiquité. Je parle sous le contrôle de Haïm Corsia, mais l'Arche d'Alliance a été, pendant combien de temps, je ne sais pas très bien, je crois qu'il y a beaucoup de débats autour de son histoire et de ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, elle a été un patrimoine incroyablement vivant, réunissant tout un peuple, patrimoine religieux, mais réunissant tout un peuple avec un haut lieu qui est Jérusalem, et un temple et un saint des saints dans lequel était conservée l'Arche d'Alliance. Tous les tombeaux royaux, et Dieu sait s'il y en a dans le monde, entre les tombeaux égyptiens, les tombeaux chinois, les tombeaux romains, ce sont des patrimoines autour desquels, alors aujourd'hui, ils ont souvent évolué parce que ces souverains ne parlent plus à l'imagination d'aujourd'hui, encore qu'en Chine, même si c'est le Parti communiste qui est au pouvoir en Chine, on entre, pour ceux d'entre vous qui ont pu visiter, il y en a quelques-uns sans doute parmi les professeurs, les tombeaux impériaux près de Pékin, on entre sur la pointe des pieds. On ne peut pas prendre de photos à l'intérieur, parce que ça représente la continuité de l'histoire et de la culture chinoise. Quand vous êtes à Rome, que vous avez, avant d'arriver à Saint-Pierre-de-Rome, vous avez un immense château qui est au bord du Tibre, qui est le château Saint-Ange. Eh bien, c'est un tombeau. C'est le tombeau d'Adrien, l'empereur Adrien. Alors aujourd'hui, les gens l'ont un peu oublié, et puis on ne vénère plus la mémoire de l'empereur Adrien. Il n'empêche que ce monument est resté. Et il est resté en changeant de vocation au fil des siècles, mais il est toujours pour les Romains un patrimoine essentiel. Et quant à Saint-Pierre-de-Rome, comme vous le savez, cette incroyable basilique qui a été bâti dans la ville éternelle, est bâti sur le tombeau de Saint-Pierre, le fondateur de l'Église catholique. C'est un patrimoine vivant, incroyablement vivant, autour duquel se réunissent, même ceux qui n'y sont jamais allés, se réunissent 1 milliard d'hommes. La Kaaba de la Mecque, le temple qui est au cœur de la grande mosquée de la Mecque, c'est une pierre païenne, à l'origine, cette pierre noire de la Kaaba, mais qui est vénérée par tous les musulmans du monde et qui doivent, d'ailleurs, s'ils le peuvent, au cours de leur vie, effectuer le pèlerinage. Donc des patrimoines ont toujours existé. On pense beaucoup, lorsqu'on prononce le mot patrimoine, au patrimoine matériel, c'est-à-dire donc les chutes du Niagara, les pyramides d'Égypte, le canyon du Colorado, qui sont des patrimoines classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les rives de la Seine. En France, il y a 45 sites ou monuments qui sont classés au patrimoine naturel et culturel. Je vous en cite quelques-uns en vrac, l'abbaye de Fontenay, les monuments romains d'Arles, Vézelay, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, les beffrois du Nord, le canal du Midi, diverses cathédrales, Bourges, Amiens, Chartres, etc., les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, très important, la juridiction de Saint-Émilion. 2 des plus récents patrimoines naturels et culturels, c'est les climats de Bourgogne, c'est-à-dire la Côte d'Or, où l'on pratique une viticulture de terroir avec des vins différents d'une parcelle à l'autre, qui est un modèle absolument extraordinaire, qui a été classé en 2015, et la même année, les coteaux, maisons et caves de champagne, c'est-à-dire une autre manière de voir le vin étant évidemment une boisson
alcoolisée, dont vous ne devez pas abuser, mais à laquelle vous devez goûter maintenant assez rapidement, à votre âge, avec prudence, bien entendu. Je ne veux pas me faire taper sur les doigts par le recteur, mais, et même monsieur le grand rabbin doit goûter au vin, ne pas dire que c'est son épouse qui boit à sa place, parce que je l'ai entendu dire plusieurs fois. Mais, pardon, c'est un aparté que je n'aurais pas dû dire, mais il sait que j'essaye de le pousser vers le bien. En tout cas, donc, le vin est évidemment une boisson alcoolisée, mais une boisson de culture. Pour un amateur, boire un peu de bon vin, c'est entrer dans un monde d'une complexité extraordinaire et d'une relation intime et profondément culturelle entre des vignerons et un terroir, c'est-à-dire un sol, un climat, une histoire, un type de vigne. Et ça donne quelque chose qui est à l'image de l'humanité. Nous sommes tous génétiquement proches, mais tous différents les uns des autres. Nous sommes uniques. Et chaque vin est comme les humains, chaque vin est unique. Chaque bouteille de vin, quand vous faites vieillir du vin, vous achetez 12 bouteilles et vous en buvez une par an, eh bien, elle n'a jamais le même goût. Parce qu'en vieillissant, le vin a sa vie propre. Et si vous ouvrez 2 bouteilles du même vin très anciennes, vous avez la surprise de constater que le vin n'a pas le même goût. Alors que c'est la même étiquette, le même vin, le même millésime, mais n'a pas le même goût. Parce qu'il a évolué comme nous évoluons, nous vivons dans la même famille, même s'il y a des jumeaux parmi vous, vous savez bien que vous n'avez pas tout à fait la même façon de penser et d'agir que votre jumeau, même homozygote. Eh bien ça, c'est très proche de l'idée de patrimoine. Le patrimoine vit, le patrimoine évolue, mais il doit continuer à être aimé. Et puis alors, il y a la catégorie, ce qui va me permettre de très rapidement d'arriver au patrimoine gastronomique. J'ai encore combien de minutes ? Vous avez bien 10 minutes, ça va, c'est très bien. Donc, c'est le patrimoine immatériel. Alors, d'où vient cette idée d'un patrimoine immatériel ? Ça date de 2003, la décision par l'UNESCO de créer une catégorie du patrimoine immatériel de l'humanité. À l'époque, le directeur général de l'UNESCO était un Japonais qui s'appelle Matsuura, qui a été grand ambassadeur du Japon en France, parfaitement francophone, et qui est devenu directeur général de l'UNESCO. Et au Japon, il y a une façon de voir le patrimoine. Alors bien sûr, il y a aussi des temples, il y a des monuments qui font partie du patrimoine japonais et mondial de l'UNESCO, mais au Japon, on a une particularité, c'est que dans un certain nombre de disciplines artistiques, la danse, la calligraphie, la porcelaine, etc., des grands artistes sont proposés à la nation comme trésor national vivant. Vous imaginez de porter ce titre de trésor national vivant, ce n'est pas rien. Et ces gens-là, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns, sont d'une modestie, d'une humilité incroyable. C'est-à-dire que ce sont des gens qui poussent leur art au plus haut niveau possible, mais qui transmettent, qui ont des élèves, et qui sont d'une modestie incroyable. Un grand calligraphe ne signe ses calligraphies que tard dans sa carrière, et les signe avec... presque en hésitant. S'il n'est pas totalement satisfait de ce qu'il a fait, il ne signe pas. Donc ce ne sont pas des gens qui se mettent en avant, mais qui sont des créateurs humbles et d'une générosité folle. Eh bien, c'est ce que Matsuura a voulu faire passer à l'UNESCO. Il a dit, eh bien, on va classer maintenant des savoir-faire, des traditions, religieuses ou pas, des langues, des rituels sociaux, auxquels les groupes sociaux, les peuples, d'une région ou d'un pays, voire de plusieurs pays voisins, auxquels ils sont très attachés, qui font partie de leur identité. Voilà un mot essentiel auquel vous réfléchissez en philosophie, l'identité. Nous avons tous besoin d'identité individuelle et collective. Et vous voyez bien dans ce pays, la France, où on a beaucoup de gens, qu'est-ce que ça veut dire d'être français? Est-ce que moi je suis français? Mais ça ne m'intéresse pas d'être français. Et pourtant, ils ont la nationalité, ils vivent dans le pays, ils bénéficient des avantages que procure la vie dans ce pays, aussi de quelques inconvénients, mais un certain nombre de nos contemporains, et en particulier chez les jeunes, ont des problèmes d'identité personnelle. C'est normal, à l'adolescence, on ne sait pas très bien qui on est, où on va, donc ça n'a rien de scandaleux, et la psychologie explique ça très très bien, mais collectivement, c'est beaucoup plus ennuyeux, parce que si on n'accepte pas de vivre ensemble, et si on ne partage pas un certain nombre de valeurs fondamentales, eh bien ce pays va aller en quenouille, va se déliter complètement, et c'est comme ça qu'éclatent les guerres civiles. C'est quand il n'y a plus de désir
de vivre ensemble. Eh bien, c'est la raison pour laquelle l'UNESCO a décidé qu'il y aurait du patrimoine immatériel de l'humanité. Et c'est une très très bonne décision. Alors, il y a parmi les éléments qui ont été classés au patrimoine, je ne retrouve plus mon papier, mais ça va venir, il est là, au patrimoine immatériel de l'humanité, vous avez... il est ici, voilà. Je vous en cite quelques-uns pour que... Donc, les géants et dragons du Nord, qui sont des processions, les traditions du tracé de charpente française, la tapisserie d'Aubusson, le compagnonnage, le savoir-faire de la dentelle d'Alençon, l'équitation de tradition française, le guoka, musique, chant et danse de Guadeloupe, l'alpinisme qui est rentré récemment en 2019 au patrimoine de l'UNESCO, le carnaval de Granville, l'art de la construction en pierre sèche du Midi, etc. Et en 2010, donc j'en viens à ce dont je suis censé vous parler principalement aujourd'hui, nous sommes parvenus à faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO, immatériel, le repas gastronomique des Français. Alors comment cela est né ? C'est né lorsque la France a signé cette convention UNESCO, un certain nombre d'amis avec lesquels je travaille autour de la gastronomie, du vin, du bien manger, et de gens de toute discipline scientifique, nous nous sommes dit, puisque la France accepte de proposer à l'UNESCO des éléments de son patrimoine pour les classer au patrimoine mondial, essayons de pousser la gastronomie. Pourquoi ? Non pas pour affirmer que la France serait le pays où on mange le mieux au monde. C'est quand même ce que pensent, hélas, je pense, presque les 3/4 des Français, lorsqu'on leur pose la question. Je pense qu'on mange bien dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a des pays où on n'accorde pas beaucoup d'importance à ce qu'on a dans son assiette. Je pense à l'Europe du Nord, encore que à certains moments, si vous avez lu ou vu le film Le Festin de Babette, vous avez vu à quel point un repas gastronomique à la française peut ébahir complètement une petite secte protestante du nord de la Scandinavie. Mais il y a des pays dans lesquels ça compte. Je pense à l'Italie, je pense à la Chine, je pense au Mexique, je pense à l'Espagne, et bien entendu, et plein d'autres pays, et je pense à la France, où bien manger, se mettre à table, compte. Tous les pays d'Europe du Sud, c'est pas vrai de l'Europe du Nord ou de l'Amérique du Nord, mais tous les pays de l'Europe du Sud ont un point commun, c'est qu'ils passent en moyenne 2 heures à table dans la journée, en moyenne. Donc ça veut dire que certains passent 3 heures, voire 4 heures, alors que dans les pays d'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord, on passe en moyenne 1 heure à table par jour. C'est-à-dire que manger, on mange pour vivre. Dans les pays d'Europe du Sud et en France en particulier, on peut dire que on vit un tout petit peu pour manger. C'est-à-dire que manger, c'est pas seulement pour se nourrir et pour restaurer ses forces affaiblies par le travail, mais c'est aussi éprouver une véritable, parfois une intense émotion de partager quelque chose qui est bon et qui est incroyablement évocateur. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans des formations autour de l'hôtellerie, vous savez bien ce que c'est que réussir un bon plat. D'abord, pour le cuisinier, c'est une satisfaction intense, exactement comme un chanteur d'opéra quand il réussit sa prestation sur scène, mais c'est aussi... Ensuite commence le moment important, c'est le moment où on sert le plat à l'invité, au client, si c'est dans un restaurant, et où son sourire s'épanouit sur son visage, et on voit bien qu'il éprouve une émotion. Et l'émotion va grandir si en plus on lui en parle, si en plus on explique ce que c'est, ce qu'on a voulu faire, le projet de ce plat, surtout si c'est un plat nouveau, ou le sommelier, lorsqu'il explique le vin. Bon, un grand amateur n'a pas besoin forcément d'explication, mais quelqu'un qui ne connaît pas très bien risque de boire le vin de manière distraite. Donc le rôle du sommelier, qui doit être modeste lui aussi et discret, c'est d'inviter le dégustateur à profiter de toutes les richesses du vin qui lui a été servi. Et donc d'ajouter du discours, mais pas un discours pédant, un discours qui parle encore mieux et qui fait encore mieux apprécier ce qu'il y a dans le verre. Et c'est ça, en cela que c'est culturel, un repas gastronomique, c'est que, à la différence de pays dans lesquels il est presque interdit par la bienséance de parler de ce que l'on a dans son assiette et dans son verre, en France, on en parle. En France, on
dans beaucoup de familles, dans les vôtres, je suppose, beaucoup des familles des élèves qui sont ici rassemblés, eh bien, on prépare pour les jours de fête un repas en y prenant du temps, en choisissant les bons produits, pas forcément luxueux, pas forcément très chers, mais en choisissant le produit idoine pour le plat que l'on veut préparer, ensuite en le cuisinant, parfois en famille. Et ça, c'est merveilleux quand il y a... regardez le site UNESCO, Repas gastronomiques des Français, vous verrez un petit film, que ça se trouve sur Internet facilement, vous tapez Repas gastronomiques des Français, vous verrez un petit film de 9 minutes qui a été bricolé il y a 10 ans, lorsqu'on a obtenu cette reconnaissance, et qui montre une famille de classe moyenne française en train de préparer un repas de fête amical avec des produits qui ne sont pas très chers, mais admirablement préparés, et surtout on voit les yeux briller. Ce qui me frappe dans ce film, que j'ai passé bien des fois dans beaucoup d'ambassades de France à l'étranger, dans beaucoup d'universités étrangères, pour expliquer un peu ce que veut dire la gastronomie pour les Français, ce qui me frappe, plus je le revois, ce petit film vraiment, encore une fois je le dis, bricolé, enfin, sans prétention et sans moyens financiers, c'est de voir les yeux briller quand la famille, avec les enfants qui participent, prépare le repas et ensuite le déguste ensemble et en parle. Parce que c'est très important de parler de l'émotion, d'exprimer ses émotions. Et la gastronomie, même si on n'a pas été beaucoup à l'école, même si on n'a pas lu Proust et Balzac, eh bien, c'est une vraie culture approfondie et qui permet à beaucoup de gens de tout milieu de partager des émotions et donc de vivre profondément leur identité. Je vous lis un petit passage du dossier que nous avions déposé à l'UNESCO donc en 2007. Puis on nous l'a refusé, on est revenu en 2008-2009, c'est l'État qui dépose, mais on a créé une association qui s'appelle la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, qui a préparé le dossier à déposer à l'UNESCO et finalement qui a obtenu gain de cause parce que les autorités de l'État avaient compris que c'était important. Je vais même vous dire une chose, le président de la République à l'époque n'est pas réputé pour être le plus fin gastronome qui soit. Il y a eu des présidents de la Ve République très gourmets, très gastronomes, je pense à Georges Pompidou ou à François Mitterrand, qui étaient de véritables gastronomes. Nicolas Sarkozy, vous le savez sans doute, pour certains d'entre vous, préfère le Nutella et le Coca-Cola, ce qui n'est pas un signe de haute éducation gastronomique, monsieur le grand rabbin. Donc, en tout cas, Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, avait compris, et je me souviens très bien d'avoir rencontré son cabinet à l'époque, dès qu'il a été élu, ça a commencé en 2007, cette aventure, et le président a dit tout de suite « mais c'est formidable, il faut déposer un dossier absolument », parce qu'il avait compris que pour les Français, c'est important, et ça les réunit, quel que soit leur bord politique, quel que soit leur milieu social, quelle que soit leur religion, le bon repas gastronomique réunit les Français, fait partie profondément de leur identité. Donc on l'a exprimé de cette façon-là. Je vous lis un extrait du dossier de l'UNESCO. Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière, donc c'est habituel, destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes, tels que naissance, mariage, anniversaire, succès et retrouvailles. Il s'agit d'un repas festif dont les convives pratiquent pour cette occasion l'art du bien manger et du bien boire. Le repas gastronomique met l'accent sur le fait d'être ensemble, bien ensemble, le plaisir du goût, l'harmonie entre l'être humain et les productions de la nature. Parmi ces composantes importantes figure le choix attentif des mets parmi un corpus de recettes qui ne cesse de s'enrichir, etc. Effectivement, un repas gastronomique a une certaine composition, une certaine ordonnance et qui se mange en général sur une table bien mise, avec attention, avec des fleurs au milieu de la table, etc. C'est un rituel, un véritable rituel, et qui est inspiré, un peu comme dans la musique. Vous avez des gens qui jouent de la musique en amateur, pour eux, qui ne sont pas de grands musiciens, mais il y a des pays dans lesquels c'est plus développé que d'autres. Par exemple, en Allemagne, la musique est sans doute beaucoup plus ancrée dans la pratique musicale et du chant, beaucoup plus ancrée dans la vie sociale de ce pays, et souvent, dans les pays où des pratiques culturelles de ce genre, artistiques en particulier, sont très développées, c'est parce qu'il y a des grands artistes. Il y aura une nouvelle génération de grands violonistes, de grands pianistes, de grands chanteurs d'opéra, si nous avons de véritables créateurs et si nous avons des compositeurs.
Et là, l'Académie des Beaux-Arts est pleine de compositeurs de musique, mais en même temps d'artistes, de peintres, de sculpteurs. Elle joue ce rôle. Donc, en matière de cuisine, il y a les grands chefs, dont certains ont, pardon d'être un peu vulgaire, mais ont le melon, c'est-à-dire que leur tête n'entre pas dans leur toque, tellement ils sont persuadés d'être de très grands artistes. C'est pas forcément les meilleurs. Les grands cuisiniers, j'ai eu le privilège d'en rencontrer beaucoup, sont d'une humilité, d'une modestie extraordinaire. Si vous avez pu rencontrer Joël Robuchon, décédé il y a 2 ans, ou encore vivant aujourd'hui, Michel Guérard, qui est dans le sud-ouest, dans les Landes, à Eugénie-les-Bains, c'est un chef immense qui a formé des milliers de cuisiniers, qui a été d'une générosité folle et qui a 90 ans pratiquement, et d'une inventivité incroyable. Il invente des plats tous les jours et toujours en pensant... J'ai parlé avec lui. Est-ce que ça va faire plaisir à mes clients? Est-ce qu'ils vont être heureux de manger cela? C'est-à-dire qu'il n'exprime pas lui-même son goût. Il cherche. C'est pas son ego qui est surdimensionné, c'est sa générosité. C'est son cœur qui est surdimensionné pour dire je vais les étonner, je vais leur faire plaisir et je transmettrai et je forme et je donne mes recettes à mes jeunes cuisiniers. C'est pas grave. Ils en feront l'usage qu'ils peuvent. Moi, je créerai autre chose demain. Et tout cela à partir. Et je voudrais terminer là-dessus parce que c'est très important. À partir d'un socle patrimonial qui est l'histoire de la cuisine française. Vous voyez sans doute, surtout pour ceux d'entre vous qui sont dans les formations hôtelières, ces émissions Top Chef, etc., où l'on voit des concours de jeunes chefs. Je trouve ça formidable, parce que c'est une des conséquences de ce que nous avons fait il y a 10 ans, parce que ça stimule. Et puis ça donne, certains ont d'ailleurs créé leur restaurant et ont très bien réussi, et je m'en réjouis infiniment. Mais chez certains cuisiniers à la mode, aujourd'hui, par exemple dans l'Est parisien, dans les quartiers de l'Est parisien, il y a l'idée de créer quelque chose de neuf sans base. Pour moi, le patrimoine, quel qu'il soit, matériel ou immatériel, c'est la partie visible d'un élément majeur de la culture, mais qui a des racines. Un bâtiment sans fondation s'écroule, un patrimoine sans racines historiques assimilées, connues de celui qui construit et qui fait vivre ce patrimoine et qui veut le transmettre, ça ne sert à rien. Donc je vais prendre un exemple concret. Vous ne pouvez pas être un grand cuisinier, ou même un cuisinier honnête et créatif, si d'abord vous ne savez pas faire la mayonnaise, si vous ne savez pas faire un fond de veau, si vous ne savez pas faire un beurre blanc. Ça passe si vous ne savez pas faire une pâte feuilletée, vous-même. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça toute votre vie, mais ces bases fondamentales, c'est ça qui permet de créer. Et pareil, Marianne est dans le domaine de la littérature, eh bien, si vous ne connaissez pas la grammaire, la syntaxe, si vous n'avez pas de vocabulaire, vous ne pouvez pas être un écrivain. On ne peut pas partir de zéro. Donc il faut des bases solidement assimilées et aimées. Je dis, le patrimoine, c'est l'héritage aimé. Et ensuite, on peut créer, on peut imaginer, on peut inventer, on peut faire du neuf. Mais on ne fait pas du neuf à partir de zéro, du neuf intéressant. On fait du neuf à partir de quelque chose de profondément ancré, de ce qu'on pourrait appeler une culture. Pourquoi vous êtes à l'école? Il y a des choses qui doivent vous ennuyer. Pourquoi est-ce qu'on me fait lire Rabelais? Bon, ça ne sert à rien. Sauf que c'est ça qui vous donne le terreau qui va vous permettre de faire de votre vie une fête et une création. Merci beaucoup Jean-Robert. Je crois que notre public a vu à quel point vous alliez la faconde de la parole à la gourmandise et à l'intérêt et à la passion. En 3 mots, comment, si je vous disais votre abécédaire, dites-nous, résumez-nous votre vision en 3 mots avant d'entendre ce qu'en pensent les élèves et leurs questions. Alors 3 mots, j'ai mis tradition, création, respect. Le respect n'est pas le moindre. Merci beaucoup. Moi, j'ajouterais partage, parce que vous avez beaucoup dit sur le partage et montré qu'il n'y a pas de transmission sans partage et donc sans réciprocité. Et je me disais aussi, en vous écoutant, et peut-être nos élèves aussi y ont pensé, que parfois, même si on n'est pas un très grand, on a quelque chose à donner, à partager, à rendre en échange. Je pensais à la Galerie des Dons, notamment du Musée de l'Histoire de l'Immigration, où j'ai été très émue de voir que des gens qui n'avaient rien tenaient aussi à transmettre et à partager quelque chose
qui peut-être auraient été perdus sans eux. Mais ils sont entourés de gens qui partagent, et c'est des gens qu'on a applaudis tout à l'heure, ce sont les profs. Ouais. Les profs, ce sont des partageux. Ce sont des gens qui travaillent énormément pour préparer leurs cours, pour faire leurs études, préparer leurs cours, être imaginatifs, inventifs, séducteurs, parce que c'est pas facile de séduire une classe, et qui aiment partager. Sinon, ils ne feraient pas ce métier. Hein. Pas de patrimoine sans générosité, donc. Quelles sont les questions qui vous sont venues en écoutant Jean-Robert sur le patrimoine, sur des questions qui vous tourmentent à cet égard, y compris le Nutella et le Coca-Cola? On va faire circuler le micro pour prendre vos questions pendant 10 minutes avant d'entamer un autre moment fort de notre rencontre avec Jean-Robert Pitt. Vous avez parlé de la tradition, le fait que le patrimoine n'est rien sans base, mais je me demandais comment est-ce qu'on fait quand le patrimoine est accidentel, notamment par rapport aux tartes tatin qui sont rentrées dans le patrimoine alors qu'à la base on n'a pas fait exprès. Du coup, comment est-ce que ce genre de choses, comment est-ce que l'accident devient patrimoine? Voilà. Oui, c'est une très très bonne question, merci de l'avoir posée. Non, je vais essayer d'y répondre. Je crois que c'est vrai dans toutes les disciplines artistiques. C'est-à-dire que je pense que Mozart, qui a composé à partir d'un très très jeune âge, devait être étonné lui-même du résultat parfois. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part, mais ça Olivier Houdet pourrait en parler beaucoup mieux que moi, pas de hasard, mais de connexions qui se font à l'intérieur du cerveau, qui ne sont pas totalement volontaires, mais qui font des miracles parfois, une espèce d'étincelle qui est parfois géniale. Donc la tarte tatin, effectivement, c'est une erreur, comme la bêtise de Cambrai, comme vous savez, qui est un bonbon un peu démodé, mais qui est identitaire de la ville de Cambrai. Et puis il y en a bien d'autres, où vous obtenez un résultat absolument incroyable. Ça veut dire aussi que, puisque visiblement vous êtes dans le monde culinaire, où vous allez y entrer, vous avez peut-être fait déjà des stages, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'essais. Et beaucoup d'essais en essayant d'épurer tout ce qui peut apparaître inutile, tout ce qui peut apparaître superflu dans le plat. Encore une fois, oui, votre question me fait penser à une chose, c'est que une des évolutions que moi je regrette dans la cuisine actuelle, c'est qu'elle perd son côté symphonique. La mode d'aujourd'hui d'un certain nombre de chefs, pas tous heureusement, mais c'est de dire je vais étonner mes clients, donc je vais faire venir plein d'ingrédients de partout dans le monde, des agrumes bizarres, des herbes folles venues du Groenland ou venues du Sahara, etc. Et je vais en mettre des petits brimborions dans l'assiette. C'est cette cuisine que j'appelle déconstruite, qui est une mode culturelle qu'on trouve aussi dans le roman, dans la mise en scène théâtrale, dans la peinture, etc., mais qui fait perdre le côté symphonique. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la mayonnaise. Je pense que je ne sais pas qui a inventé la mayonnaise, mais quand vous réfléchissez, alors, bon, les chimistes expliquent ça très très bien, Hervé Thies, qui est chimiste et biologiste, peut en parler longuement, mais c'est dans la Bible sûrement, oui, monsieur le grand rabbin, oui. En tout cas, celui qui a inventé la mayonnaise, c'est quelqu'un d'absolument génial, parce que l'huile toute seule, c'est immangeable. Le jaune d'œuf tout seul cru, c'est immangeable. La cuillerée de moutarde, c'est immangeable. Et c'est l'art de les marier ensemble avec un tour de main qui donne un résultat absolument fantastique et que vous pouvez enrichir constamment avec des herbes, avec des épices, etc., avec du citron, tout ce que vous voulez. Mais c'est une base fondamentale et c'est 3 ingrédients et ça vous donne un plat mangeable, non seulement mangeable, mais absolument délicieux, au point même qu'il est addictif. Pour ceux ce qui est mon cas, qui aiment la mayonnaise, moi j'ai du mal à m'empêcher de plonger dans le bol de mayonnaise. Donc la vraie mayonnaise, je ne parle pas de la mayonnaise en boîte ou à plus forte raison en tube, mais la mayonnaise, voilà un plat, 3 ingrédients typiquement symphoniques, un savoir-faire et qui est une base à partir de laquelle on peut être créatif, on peut faire plein de choses et l'adapter au plat avec lequel on peut la servir. Donc l'erreur, comme dans beaucoup de domaines, est souvent éducatrice. Vous en avez fait des erreurs déjà dans votre courte vie, mais vous avez sûrement fait des bêtises de toutes sortes. Mais on apprend toujours quelque chose, à condition de rebondir, à condition de ne pas se complaire dans son erreur et de dire oh là je suis fichu, j'ai fait une ânerie, etc. Non, il faut rebondir. Et en matière de cuisine, on peut faire des erreurs, on peut rater un plat,
et ça apprend. La prochaine fois, on ne le rate pas, parce qu'on sait pourquoi on l'a raté. Et donc, c'est cet apprentissage constant, qui est l'équivalent de la fausse note en matière de musique. Et puis, on peut faire des erreurs aussi volontaires. Michel-Ange, vous savez que quand vous regardez de près les statues de Michel-Ange, ce sont des chefs-d'œuvre absolus. Il n'y a pas une faute. Lui-même, avant de finir une œuvre, plaçait une faute volontaire, un petit éclat de marbre, un petit coup de pinceau qui n'avait rien à faire là, pour montrer que, malgré tous les compliments qu'il recevait de tout le monde, qu'il n'était pas parfait. Donc il faisait volontairement une faute sur son œuvre. Merci de nous dire que l'imperfection est un des ingrédients de la perfection, de la vraie perfection. Je vois une question là-bas. Oui, j'aurais aimé savoir quel rôle tiennent les arts de la table dans le repas gastronomique à la française. Oui, vous avez raison, c'est très important. C'est un sujet un peu plus... Oh non, c'est pas délicat. C'est vrai que pour beaucoup à l'UNESCO, lorsque nous avons déposé notre dossier commencé à parler de déposer un dossier sur la gastronomie, on nous a dit, les experts du secteur du patrimoine immatériel, mais non, il n'en est pas question, parce que c'est du luxe, parce que ça n'est pas populaire, et parce que c'est purement mercantile. Or, on a essayé de leur montrer qu'on peut réaliser un magnifique repas gastronomique avec peu d'argent. Moi, je vous dis que un œuf à la coque, c'est pas cher un œuf à la coque du tout, mais ça peut être une pure merveille à condition de choisir un bon œuf, d'une bonne poule qui a été bien nourrie, frais, de le cuire juste comme il faut, c'est ni trop ni trop peu, de choisir des bonnes mouillettes de bon pain, du bon beurre, du bon sel, du bon poivre. Une fois réussi, c'est une splendeur absolue. L'œuf à la coque. Le problème, c'est quel vin on sert avec. Ça, c'est très difficile avec l'œuf à la coque. Mais pour votre question, c'est pareil. Les arts de la table, il y a le plus grand luxe possible et imaginable. Vous allez dans un banquet d'État à l'Élysée, par exemple, eh bien, c'est des services en porcelaine de Sèvres, dont certains ont déjà 3 siècles d'existence, une argenterie ou parfois recouverte d'or, de vermeil, absolument prodigieuse, des cristaux fantastiques, des nappes qui sont de brodés splendides. Donc là, on est dans le plus haut niveau d'expression du luxe, parce qu'on veut recevoir les hôtes de la France dignement. Donc ça a toujours existé depuis l'Antiquité. Il y a toujours eu des arts de la table très développés pour les puissants, à la fois pour montrer leur pouvoir, mais aussi pour montrer leur générosité vis-à-vis de leurs hôtes. En revanche, si on n'a pas beaucoup de moyens, eh bien, il faut faire modestement, mais il faut faire bien. Je trouve que manger sur du papier journal, quand on reçoit des amis, c'est pas bien. Donc, on trouve des nappes pas chères du tout aujourd'hui. Ben, je trouve que ça vaut la peine de mettre une nappe si on veut recevoir des amis ou honorer quelqu'un pour son anniversaire ou pour une fête. La nappe est quelque chose de très important, qui existe aussi depuis l'Antiquité, mais à partir du Moyen-Âge, on lui a accordé de plus en plus d'importance à cette nappe. Et puis, manger dans une vaisselle, une belle vaisselle propre, il y en a de pas cher du tout, il y a du luxe, mais il y a aussi on peut acheter dans de la brocante même, ou des choses de pas chères du tout, et qui font un peu rêver. Parce que si on fait un repas qui se veut gastronomique, il faut faire rêver. Alors évidemment, dans les restaurants étoilés, ils sont obligés de dépenser une certaine somme d'argent pour de la vaisselle de luxe, pour des cristaux de luxe. Vous savez qu'en France, un des problèmes par rapport à l'Italie, c'est que le nettoyage du linge de table coûte une fortune. En Italie, vous allez dans un petit bistrot, une trattoria, et on vous sert des spaghettis sur une nappe en tissu. Et avec une serviette en tissu. En France, vous avez beaucoup de nappes en papier, de serviettes en papier, parce que ça coûte trop cher de faire nettoyer la nappe, et à ce moment-là, ça augmente trop le prix du repas. Donc je trouve qu'une des choses sur lesquelles il y a un effort à faire, c'est le nettoyage du linge de table, parce que c'est très agréable de manger avec la main posée sur une belle nappe en coton, en plus si possible blanche, parce que c'est ce qui met le mieux en valeur la couleur des vins. Donc je crois qu'accorder une importance aux arts de la table, en sachant qu'il y a toute une hiérarchie, on peut aller du plus simple au plus luxueux, mais mettre des fleurs sur la table,
Je me souviens d'une critique dans une école hôtelière proche de Paris que j'avais faite pour le restaurant d'application parce que pour faire des économies, on ne mettait pas de fleurs sur la table. J'ai dit mais c'est ridicule totalement. Il y a des bouquets d'anémones en hiver à 2 euros le bouquet. Vous mettez un bouquet d'anémones sur la table, ça transfigure complètement votre table. Ou une seule fleur, une rose ou n'importe quoi, ou même une fleur moins chère. Mais mettre de la vie sur une table, c'est absolument essentiel. En tout cas, il faut le contenant et le contenu vont ensemble, de même que la présentation. Il ne faut pas que la gastronomie se résume à la présentation. Et trop de chefs aujourd'hui font de l'esthétique, donc font des plats destinés à être photographiés, plus qu'à être mangés. Ça, c'est embêtant, parce que ce que je disais tout à l'heure sur la cuisine déconstruite, c'est que chaque bouchée, quand si vous n'êtes pas allé dans ces restaurants, vous pouvez trouver ça sur Internet facilement avec des ingrédients dispersés dans l'assiette. C'est très beau à regarder. Je pense à un plat très célèbre, un des premiers qui a valu 3 étoiles à son chef, qui s'appelle le gargouillou de jeunes légumes de Michel Brasse dans l'Aubrac, à l'Aïole. Et donc c'est une série de petites herbes, de salades, de fleurs, etc., d'épices, mais complètement dispersées dans l'assiette. Et à chaque fois, l'assiette est différente. À chaque service, l'assiette est différente. Et en fait, quand vous dégustez, aucune des bouchées n'a le même goût. Or, moi, je trouve ça dommage. Si quelque chose est bon, j'aime bien en avoir 4 ou 5 bouchées de suite. C'est très frustrant. Vous êtes dans la confusion. Hein, vous avez plein d'impressions les unes à côté des autres et rien de synthétique. Donc pour moi, la présentation est très importante, mais l'esthétique ne doit pas primer sur le goût. Le principal, c'est quand même le goût. Il faut que le plat, même si, par exemple, vous faites un pâté en croûte, il peut s'effondrer un tout petit peu. Je dis pâté en croûte, en fait, il faudrait dire pâté tout court, puisque pâté veut dire en pâte. Donc, habituellement, on dit pâté en croûte. Mais même si votre pâté en croûte n'est pas totalement réussi, ce qui est extraordinaire dans le pâté en croûte, c'est que vous mettez beaucoup d'ingrédients dans une pâte, qu'ils cuisent tous ensemble, et que ça vous fait quelque chose de très synthétique, très symphonique. Et alors là, c'est l'idéal pour accompagner le vin. Allez-y. Bonjour, du coup... Merci pour cette conférence. Vous nous avez expliqué au début que l'étymologie du mot patrimoine, donc qui vient du père, l'héritage du père, et ça prend tout son sens dans le milieu de la haute gastronomie, dans le sens où c'est un milieu qui est extrêmement masculin. Le guide Michelin a très récemment décerné ses étoiles cette année et seuls 5% des établissements qui ont été étoilés sont tenus par des femmes. Or, la cuisine, c'est souvent dans les ménages considéré comme une tâche domestique qui va donc être exécutée massivement par des femmes. Et il y a aussi une tradition familiale très maternelle de la cuisine. On pense par exemple aux recettes de grand-mère ou même dans les familles, ce sont souvent les femmes qui vont préparer la cuisine. Il y a aussi énormément de préjugés autour du genre et de la cuisine. Comment est-ce que du coup vous pourriez expliquer cette différence et cet écart entre le prestige masculin et les usages domestiques qui sont principalement féminins? Est-ce que finalement la patrimonialisation du repas gastronomique des Français ne serait pas un petit peu éloignée de la réalité? Bon, merci de cette excellente question. Alors, je pense que pour répondre à votre question, il faut se replonger dans l'histoire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, dans les sociétés du monde entier, l'homme apportait souvent à manger, et en particulier au Paléolithique, l'homme était chasseur, et à la rigueur rôtisseur, et au Néolithique, c'est la femme qui restait près du foyer, qui gardait les enfants, etc., puisqu'elle les faisait, et qu'elle les fait toujours, normalement, enfin peut-être moins maintenant, mais elle les fait encore, qui faisait bouillir. Quand on dit qui est-ce qui fait bouillir la marmite, vous connaissez cette expression, eh bien, Lévi-Strauss a beaucoup montré tout cela. Donc l'homme est rôtisseur et la femme fait bouillir. Et donc la femme faisait la cuisine familiale. Je vous rappelle que, je ne sais pas si dans vos familles ça existe encore, moi j'ai connu ça dans ma famille, quand on apportait... c'était pas une famille de bourgeoise, mais quand on apportait le poulet sur la table, c'est mon père qui coupait le poulet. Ma mère faisait la mayonnaise, mais c'est mon père qui coupait le poulet. L'homme découpeur du rôti, du gigot ou du poulet, c'est une vieille tradition qui remonte au Néolithique.
Alors, donc, la femme fait la cuisine familiale. Par extension, les femmes sont devenues cuisinières des cuisines populaires, c'est-à-dire des petits bistrots, des routiers, ce qu'on appelle les mères lyonnaises, par exemple, hein, qui étaient les gardiennes du temple, qui faisaient les quenelles de brochet à la sauce nantois, le tablier de sapeur, tous ces plats, le poulet au vinaigre, tous ces plats de cuisine lyonnaise, qui étaient des plats immémoriaux et intouchables. Encore aujourd'hui, vous allez dans certains, ce qu'on appelle les bouchons à Lyon, les petits bistrots lyonnais, qui ont souvent une femme en cuisine d'ailleurs, et le mari qui est en salle, qui sert, les recettes ne changent jamais. Ce qu'on appelle les saladiers lyonnais, qui sont des entrées avec de la salade de museau, des harensorts, de la salade de lentilles, des terrines, etc. Les recettes n'ont pas bougé depuis un siècle ou un siècle et demi. Donc c'est la cuisine des mères. Alors vous me direz, est-ce que les femmes ne sont pas capables de créer ? Non, c'est pas ça, c'est que la haute cuisine, la haute gastronomie, celle qui correspond aujourd'hui au restaurant étoilé, est née en fait dans les milieux de cour. C'est-à-dire, pour la France, est née à Versailles. Et à Versailles, il y avait des milliers de personnes à nourrir chaque jour. Et les cuisines de Versailles, comme de tous les châteaux, comme ensuite de la République, ont été organisées comme des armées, avec énormément de cuisiniers et de marmitons. Quand le banquet des mères, qui a été servi en 1889 et un autre en 1900, il y a eu 20 000 invités. Donc ça, c'est de la cuisine qui demande une énergie absolument folle et qui demande l'art de diriger d'énormes équipes. Or, dans la tradition sociale française, les femmes n'avaient pas, jusqu'à une date récente, maintenant il y a des femmes ministres, il y a des femmes qui sont générales, il y a des femmes amirales de la marine, etc. Donc les femmes ont appris, et elles le font aussi bien que les hommes, à diriger des grosses équipes. Mais pendant longtemps, c'est quelque chose qui a été réservé aux hommes, tout simplement parce que les femmes faisaient les enfants et restaient à la maison. Elles étaient peu dans la direction. Il n'y a pas de femme générale sous Louis XIV ou sous Louis XVI ou sous Napoléon. Donc c'est le métier de cuisinier, de grand cuisinier, en particulier de cour, et après qui est devenu un cuisinier de grand restaurant, a été très longtemps un métier d'homme. Et ça a développé évidemment des côtés, disons-le, machos, comme on les trouve dans l'armée, comme on les trouve dans un certain nombre de milieux qui étaient réservés aux hommes. Et petit à petit, donc, les femmes, parce que les habitudes sociales ont changé, parce que les femmes n'ont pas forcément, n'ont pas honte de ne pas avoir de famille, par exemple, etc. Donc, il y a des femmes qui sont entrées dans des métiers de création et de direction, y compris dans la cuisine. Mais c'est le début. Alors, il y en a quand même, et il y en a qui réussissent à avoir une vraie vie de famille. Je pense à, vous la connaissez sans doute, de nom au moins, Stéphanie Lequelec, qui a quand même 2 étoiles au Michelin, et qui est une femme d'une créativité, d'une inventivité en matière culinaire extraordinaire. Je crois qu'elle a 3 enfants, et qu'elle réussit à trouver le temps de s'en occuper en organisant son travail au restaurant, parce que c'est un métier aussi où il faut être présent plus de 10 heures par jour, et on n'a pas beaucoup le temps de s'occuper d'une famille quand on est cuisinier. D'ailleurs, malheureusement, beaucoup de cuisiniers hommes ont des vies sentimentales un peu de barreau de chaise, parce qu'il y a un moment où leur épouse leur dit « Bon, si je te vois seulement une semaine par an et que c'est pour dormir parce que tu es épuisé complètement, c'est pas la peine. » Voilà, mais je crois que tout ça va évoluer. En tout cas, comme en matière de musique, comme dans toutes sortes de domaines artistiques, les femmes, et aussi dans d'autres domaines qui ne sont pas artistiques, comme la politique, comme l'éducation nationale, par exemple. Il y a un moment où il n'y avait pas... Moi, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas beaucoup de femmes professeurs d'université, parce qu'elles arrêtaient... Il y avait les femmes maîtres de conférences, et elles arrêtaient assez vite parce qu'il y avait la famille, etc. Donc, faire la thèse d'État, aller dans des colloques, faire des publications, etc. Elles n'avaient pas le temps. C'est pas qu'elles n'avaient pas la capacité, mais elles n'avaient pas le temps. Aujourd'hui, eh bien, tout ça est en train d'évoluer, a beaucoup changé. Ça demande de l'imagination, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En tout cas, moi, je dis, et Paul Bocuse, qui est mort aussi en même temps que Joël Robuchon il y a 2 ans, Paul Bocuse avait tout appris des femmes, parce que sa cuisine lyonnaise était une cuisine inspirée par une des rares, très rares grandes cuisinières françaises qui avait eu 3 étoiles au Michelin, la mère Brasier, à Lyon, et il avait beaucoup appris chez les mères lyonnaises. Et donc, encore aujourd'hui, au restaurant Paul Bocuse à Collonges au Mont-d'Or, vous avez plein de plats qui sont des plats de la tradition féminine lyonnaise. Et c'est formidable. Et pour Paul Bocuse, qui d'ailleurs aimait bien les femmes, je crois, ça ne le gênait pas de faire de la cuisine de femmes.
Et en même temps, ça ne l'empêchait pas d'être inventif. Quand il a, à partir de choses vues et goûtées ailleurs, inventé pour le président Giscard d'Estaing la soupe VGE en 1975, c'est-à-dire un double consommé de bœuf et de volaille avec une mirepoix de légumes à l'intérieur, des truffes hachées, des dés de volaille de Bresse, le tout recouvert dans une soupière de pâte feuilletée mise au four, et la pâte feuilletée devient comme une montgolfière. Et ensuite, pour le client, pour le dégustateur, vous cassez la pâte feuilletée qui tombe dans la soupe et vous avez le volcan de truffes qui vous monte aux narines. C'est un plat incroyablement inventif et en même temps ancré dans 2 ou 3 traditions régionales, et il a synthétisé tout ça. Mais c'est pas un plat, échevelé. C'est pas un plat qui part dans tous les sens. C'est un plat incroyablement symphonique. Mais vivent les femmes en cuisine en sachant que ce sont des métiers très difficiles, aussi difficiles pour les hommes que pour les femmes. Et souvent, je vois bien dans les quelques écoles hôtelières que j'ai fréquentées pour y donner des conférences ou même pendant 2-3 ans des cours toute l'année, beaucoup de jeunes sont tentés par la cuisine au début et après avoir fait des stages, ils se tournent plutôt vers la direction hôtelière ou vers d'autres métiers, tellement c'est dur physiquement et prenant, mais en même temps incroyablement épanouissant. Donc le tout, c'est de trouver un moyen, comme dans d'autres métiers, de faire ce métier difficile tout en gardant du temps pour sa vie personnelle et sa vie de famille. Et c'est ça qu'il faut inventer. Et ça, c'est votre génération qui va l'inventer. Sinon, parce que s'il n'y a plus de cuisiniers professionnels, tout ça va s'effondrer. Or, c'est un élément majeur dont on a besoin. Je ne parle même pas du côté économique, parce que, comme vous le savez, beaucoup d'étrangers viennent en France faire du tourisme parce que on a la réputation d'y servir de la bonne cuisine. Et c'est très important. Beaucoup de restaurants, actuellement c'est un drame, parce que de toute façon les restaurants sont fermés, mais par exemple cet été où ils étaient ouverts et où il manquait la clientèle étrangère, beaucoup ont eu de grosses difficultés financières. Et évidemment après ces mois de fermeture, imaginez ce qui va se passer. Je pense que malheureusement beaucoup de restaurants ne rouvriront pas au printemps prochain. Alors, vous voyez, moi, je devrais être le maître des horloges, mais en écoutant M. Pitt, je dois dire que j'ai compris le lien étymologique entre savoir et saveur. Parce que ces anecdotes nous font toujours apprendre quelque chose d'incarné, de vivant. Et je ne sais pas si nous aurons beaucoup de temps pour aborder des questions que je souhaitais peut-être qu'on lui pose aussi, surtout en ce moment. Vous êtes non pas le patrimoine, la tradition, mais vous représentez l'avenir, la génération qui va non pas renverser la table, mais apporter quelque chose de nouveau. Et soit vous me posez encore à M. Pitt des questions sur le patrimoine, soit est-ce que vous voulez, pas seulement le patrimoine culinaire, soit est-ce que vous préférez, un peu dans les chemins de la vocation qui devait être notre dernier épisode, lui poser des questions sur son parcours. Vous avez vu tout à l'heure, il a abordé quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'on se dit toujours un académicien, c'est quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et il nous a dit que le ratage, ou, excusez-moi, je ne vais pas utiliser ce mot, mais comme en cuisine, qu'il n'avait pas forcément été programmé au lycée pour devenir ni géographe, ni académicien. Je peux en dire quelques mots, ouais, mais il y a une question ici. Ah, bah alors non. On va d'abord. Bon, je réponds vite. Ah bon, il y en a une ici. Oui. Allez, mais je répondrai à la question de Marianne tout à l'heure. Bonjour, j'ai une dernière question sur le repas. Vous avez insisté au début sur la transmission et sur aussi la durée du repas qui est 2 heures. 2 heures, ça peut être long. Alors, je pense qu'on a tous été élevés... Non, 2 heures par jour. Hein, la moyenne française, c'est 2 heures par jour. Oui. On a tous été élevés quand même dans la tradition du repas familial qui peut durer. Comment est-ce qu'on peut faire pour transmettre cette culture à l'international d'un repas où on peut rester assis toute l'après-midi, même sans manger, discuter, ce repas long?
Il n'y a pas d'effort à faire. Vous savez, quand les étrangers qui viennent dans les bons restaurants français, ils ne sont pas étonnés de rester, d'arriver à 12h30 et de sortir à 3h30 de l'après-midi, c'est-à-dire d'y passer 3 heures. Parce que dans un restaurant étoilé, souvent c'est cela, entre l'apéritif qui peut traîner un tout petit peu, surtout s'il y a un jardin, etc., les amuse-bouches, les entrées, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert, le café, le pousse-café, le rituel des vins, etc., rester 3 heures à table. Il y a beaucoup de restaurants en province, sur le dimanche après-midi, où jusqu'à 4h, 4h30, il y a des gens qui sont encore à table. Et je pense à un restaurant magnifique de tradition familiale, mais très fréquenté par les étrangers, qui est l'auberge de Lille de la famille Héberlin en Alsace. En été, comme ils ont un jardin magnifique et qui servent l'apéritif et le café dans le jardin, il y a pas jusqu'à la tombée de la nuit, mais jusqu'à 4h30, il y a des gens à table. Et donc le personnel a peu de temps pour se reposer, parce qu'en Alsace, on mange assez tôt. Donc à 7h, il y a déjà les clients, surtout les clients qui viennent d'Allemagne ou de Suisse. Donc la longueur, il ne faut surtout pas qu'on s'ennuie. Enfin, moi, en tout cas, j'appartiens à une famille où on n'avait pas beaucoup de moyens, mais où on passait les jours de fête beaucoup de temps à table. Et on avait à peine le temps de se laver les mains avant de se remettre à table pour le dîner, les jours de fête. Donc, et les mariages en province, c'était ça. Souvent, vous aviez un très long repas le midi, un tour de pâté de maison ou de village, puis on se remettait à table pour le soir, et le lendemain, on finissait avec un repas différent, et le lendemain, on finissait les restes. Donc, manger pendant très longtemps, je pense aussi dans la tradition biblique aussi, rester des heures à table, surtout si c'est pour... En plus, on partage, parce que dans les traditions, ça se fait moins maintenant, hélas, en France, mais on chantait pendant les repas. Et donc, évidemment, on arrêtait de manger pendant qu'on chantait. Il y a des pays où ça se fait encore. Moi, j'ai eu la chance d'aller 2 fois en Géorgie, 1 fois en Arménie. Je peux vous assurer qu'on passe des heures et des heures à table dans des pays très, très pauvres à manger des choses merveilleuses, mais on rit, on chante, on fait des discours. C'est un rituel social en Géorgie, sous l'autorité d'un chef de table qu'on appelle le tamada, et qui donne la parole aux uns et aux autres, de tous âges, de hommes et femmes, etc., pour toi, tu vas nous parler de ce plat, toi, tu vas nous faire un petit discours sur l'amour. Voilà. Et ça dure, mais les gens sont épanouis et oublient tous leurs soucis. Donc la longueur n'a pas beaucoup d'importance. Je crois que mademoiselle ici voulait poser une question derrière le recteur. Et puis après, je répondrai à la question de Marianne, qui est importante pour moi. Après l'incendie de Notre-Dame, que vous avez mentionné précédemment, certains ont proposé de réinventer la cathédrale en combinant l'ancien avec l'architecture nouvelle. Pensez-vous que la conservation du patrimoine passe par la fidélité à l'œuvre originale, ou qu'au contraire, faire vivre le patrimoine passe par laisser les époques déposer leur empreinte ? Merci de cette excellente question. Moi, je pense que un patrimoine vivant, c'est un patrimoine qui évolue constamment. Notre-Dame ne ressemble pas du tout telle qu'elle était avant l'incendie. Est-ce qu'elle était au moment de sa construction? D'ailleurs, c'est quoi le moment de sa construction, puisque ça a duré très 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 longtemps. Et surtout, après, alors au XVIIe siècle, Louis XIV a voulu offrir cet hôtel extraordinaire, qui n'a d'ailleurs pas souffert de l'incendie, qui est au fond du chœur, qui est l'hôtel encadré des 2 statues c'est lui ou c'est Louis XIII? Je sais plus. Il y a Louis XIII, c'est ça. Il y a Louis XIII d'un côté et Louis XIV de l'autre, qui offrent leur couronne à la Vierge Marie. Et la France était consacrée à cette époque à la Vierge Marie en raison de la naissance de Louis XIV, que Louis XIII avait attendu pendant très très longtemps. Et cet hôtel est absolument incroyable. Et tout le chœur de Notre-Dame, ce qu'on ne voit jamais, à une mosaïque de marbre au sol avec les armes de France, qui est une mosaïque à l'italienne avec des marbres de toutes les couleurs, qui est une splendeur absolue. J'espère qu'on la remettra en valeur. Alors ensuite, on a laissé tomber, pas en ruine, mais enfin, on a laissé beaucoup s'abîmer Notre-Dame, ça a failli s'écrouler. Je peux donner... Non, c'est pas le moment de ma citation, mais on attendra. En tout cas, elle a failli s'écrouler, et c'est grâce à Viollet-le-Duc qu'on a pu la restaurer au XIXe siècle. Et Viollet-le-Duc l'a considérablement modifiée. Vous savez, aujourd'hui, on montre les gargouilles de Notre-Dame comme quelque chose de médiéval. Non, c'est Viollet-le-Duc qui les a inventées. La flèche qui s'est effondrée, c'est Viollet-le-Duc qui l'a créée, et toutes les statues qui sont autour, qui sont d'ailleurs malheureusement à l'origine de l'incendie, puisque il y a eu beaucoup d'escarbilles de bronze qui sont entrées dans les charpentes à cette époque, à ce moment-là. Donc toutes les statues qui étaient autour ont été créées par Viollet-le-Duc. Il y en a même une
qui représente Viollet-le-Duc lui-même, qui est en train de regarder la flèche avec sa main au-dessus du front. Donc Notre-Dame est autant une cathédrale du XIXe siècle qu'une cathédrale du Moyen-Âge. Elle est de toutes les époques. Donc la charpente a brûlé. Sincèrement, je vais vous dire le fond de ma pensée, mais ça n'engage que moi, puisqu'il y a une décision qui a été prise. Moi, ça ne m'aurait pas choqué qu'on refasse une charpente en titane ou en n'importe quoi. Par exemple, à Chartres, qui a brûlé intégralement la charpente en 1830, la charpente est en acier. J'ai eu la chance d'aller dans les combles de Chartres. C'est une splendeur absolue, c'est une merveille technique et qui fait que maintenant, jamais plus la charpente de Chartres ne brûlera. Il n'y a plus aucun risque. Donc là, il semblerait qu'on va refaire une charpente en bois. Tant mieux pour les charpentiers, tant mieux pour l'entretien des forêts, c'est magnifique. Mais on aurait très bien pu faire une charpente moderne. La flèche, on va, semble-t-il, refaire une flèche la copie de celle de Viollet-le-Duc. Si c'est un choix partagé par non seulement les spécialistes, mais les Français. Je pense qu'un patrimoine comme Notre-Dame n'appartient pas uniquement aux architectes en chef des monuments historiques et au président de la République. Notre-Dame appartient non seulement aux Français, mais au monde entier. Je le dis, c'est patrimoine mondial et tout le monde se reconnaît dans Notre-Dame. Quand on voit les Chinois, alors on leur reproche de faire des photos, mais parce que ils sont tellement émus d'être à Notre-Dame comme devant la Joconde au Louvre, ils prennent des photos, puis voilà, puis comme ça ils peuvent les regarder de nouveau. Après, il n'y a pas de raison de les critiquer, c'est qu'ils aiment, c'est leur patrimoine. La Joconde, elle est d'origine italienne, puisque Léonard de Vinci était italien, mais elle appartient à la France, parce que Léonard de Vinci l'a donnée au roi en mourant, mais elle appartient au monde entier, évidemment. C'est un patrimoine qui fait partie de l'identité de la France, autant que de l'Italie, et autant que de la Chine et des États-Unis. Et donc, on va faire une copie de la flèche de Viollet-le-Duc. Moi, je trouve que ça aurait pu être intéressant aussi de laisser travailler des architectes, au moins avec des pré-projets, et puis de décider après. Bon, il en a été décidé autrement, ça ne dépend pas de moi, mais je vous donne mon point de vue. Pour moi, mélanger, à condition que le moderne ne soit pas de la provocation par rapport à la tradition. Donc c'est d'arriver à greffer une création contemporaine sur quelque chose qui est plus ancien. Mais dans tous les domaines de la peinture, de la sculpture, de la musique, c'est un vrai sujet, de la mise en scène théâtrale, par exemple, la mise en scène d'opéra. Vous pouvez très bien introduire de la modernité, à condition, en tout cas c'est mon point de vue à moi, il peut ne pas être partagé, que cette introduction ne soit pas là pour choquer et pour dire faisons du passé table rase. Parce que faire du passé table rase n'aboutit jamais à grand-chose de très bien. Je conçois qu'un certain nombre de créateurs en est assez de répéter des choses traditionnelles, mais on peut mettre, si vous êtes amateur d'opéra, écoutez les disques anciens, écoutez les grands opéras interprétés par Callas et interprétés aujourd'hui. C'est complètement différent. Sans être compositeur, dans la simple manière d'interpréter une partition, on met son caractère et sa modernité. Donc, même des œuvres dites éternelles évoluent constamment dans leur interprétation. Et le regard porté sur les œuvres joue un rôle très important, parce que l'œuvre, c'est pas seulement l'objet extérieur qu'on regarde, c'est aussi le regard qu'on porte sur lui. Ce bois sacré de Puvis de Chavannes qui m'impressionnait quand j'étais à votre place en 66, qu'après je m'ai un peu fatigué, je ne le mets pas tellement, puis en plus les couleurs sont un peu sombres, ce vert, etc. Et puis j'ai appris de nouveau à l'aimer, parce que il est évocateur de plein de choses, il est évocateur de plus de 54 ans de présence dans cet amphithéâtre et de communion à plein de choses, à des docteurs honoris causa qui sont venus ici. J'ai entendu Rostropovitch ou Yehudi Menuhin ici, ou Ozawa. J'ai assisté à des quantités de concerts, à des discours incroyables. Donc c'est un lieu qui vous souffle l'esprit. D'ailleurs, le recteur le sait bien. En plus, quand vous êtes sous le regard de Descartes, de Lavoisier, de Rollin, de Pascal, de Richelieu, c'est pas rien. Et sans oublier notre fondateur Robert de Sorbon. Bien, alors je réponds brièvement à la question de Marianne. Effectivement, quand j'étais collégien et lycéen, mon rêve était de devenir cuisinier parce que je voyais cuisiner autour de moi ma mère, mes tantes, etc. C'était les femmes qui cuisinaient bien, et puis surtout, et je voyais qu'elles y prenaient du plaisir malgré le temps que ça demandait. Elles travaillaient à côté, et donc j'avais vraiment envie, et donc je participais, et je me disais c'est vraiment ça ma vocation. Enfin, je ne disais pas avec ces mots-là, mais j'avais très envie de devenir cuisinier.
tout le monde savait dans la famille que qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je voulais être cuisinier. Mais à l'époque, le métier de cuisinier professionnel était un métier encore plus difficile que maintenant, parce que les conditions matérielles de travail dans des cuisines qui étaient souvent en sous-sol, mal aérées, avec des fourneaux au charbon, il faisait 50 degrés dans les cuisines. Donc la plupart des cuisiniers buvaient beaucoup et trop, mouraient jeunes à cause des conditions de travail et à cause de l'alcool, des vies de famille pas possibles. Donc tout ça se savait. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on m'a découragé. En plus, j'appartiens à une famille où personne n'avait fait d'études. J'étais le premier à avoir passé le baccalauréat et à être entré dans l'enseignement supérieur. Donc j'étais porteur en quelque sorte des espoirs de promotion sociale de ma famille. Et pour ma famille, être cuisinier, c'était pas du tout une promotion sociale. Aujourd'hui, c'est très chic d'être cuisinier, surtout si on ne porte pas la toque, si on a une barbe de 3 jours et qu'on est tatoué, qu'on est en cuisine ouverte, etc. Comment vous voyez, dans les restaurants bobos de Paris, c'est comme ça que ça se passe. Et donc c'est extrêmement valorisant. Vous avez tout le monde à vos pieds. Toutes les conquêtes que vous voulez, oui, les cuisiniers qui jouent beaucoup là-dessus. Regardez tous les magazines de cuisine, ils sont en photo, en grand format, en t-shirt ou voire sans t-shirt pour certains. Donc mais tout ça c'est du vent. Ce ne sont pas des vrais cuisinier. Un vrai cuisinier, il est derrière ses fourneaux. Alors aujourd'hui, l'aération est bien meilleure. Quand vous regardez les cuisines de Guy Savoy, avec la vue sur le Louvre et sur l'Institut de France, c'est autre chose. Et les conditions de travail matérielles sont infiniment meilleures. Et donc j'ai fait des études. Donc, pourquoi j'ai fait de la géographie? Parce que je me disais, ça me permettra de voyager. Ce qui est vrai. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde grâce à ce métier, et que voyager, à l'époque, c'était rare. On ne prenait pas l'avion aussi facilement que maintenant. Je ne parle pas de l'année 2020 ou 2021, mais de la facilité du prix incroyablement bas des voyages. Donc, voyager, c'était être, par exemple, hôtesse de l'air ou steward dans un avion. C'était là un vrai métier, qui était d'ailleurs très très bien payé à l'époque, pas comme aujourd'hui. Donc c'est pourquoi j'ai fait de la géographie en pensant au tourisme, et puis je m'y suis plus, j'avais aucune envie de devenir professeur, et c'est après avoir passé ma maîtrise sur un vignoble perdu dans le fin fond du Jura que mon professeur, je peux citer son nom en hommage puisqu'elle enseignait ici il y a 50 ans, Jacqueline Beaujeu-Garnier, m'a dit « Tiens, vous devriez essayer de passer l'agrégation ». Bon, mais je n'ai pas spécialement envie de... Oui, mais allez-y, vous verrez. Et donc, j'ai passé l'agrégation en écoutant des cours dans cet amphithéâtre, et je suis devenu, presque par hasard, professeur à 22 ans. Et puis voilà, et puis la suite s'est enclenchée, et j'ai pris goût à ce métier, et surtout à ce qui est une des chances de la vie universitaire, c'est que on crée le savoir par la recherche et on transmet par l'enseignement. Mais la création par la recherche, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'exaltant. Donc enseigner à l'université sans faire de recherche n'a pas beaucoup de sens. Je ne parle pas du lycée ou des classes préparatoires. Et beaucoup de professeurs de classes préparatoires, il y en a ici, aimeraient beaucoup faire de la recherche, mais malheureusement, compte tenu des programmes qui changent tous les ans, du travail que ça demande d'encadrer une classe préparatoire, ils n'ont malheureusement pas le temps, mais ce seraient de magnifiques chercheurs. Donc il faut trouver le moyen de permettre aux profs de classe prépa de faire de la recherche. Le temps passe, c'est très dommage. Il nous faudrait, j'en parle en m'adressant à monsieur le recteur, une nuit de la gastronomie. Oui, on pourrait tenir toute la nuit ici, oui. Je pense, sur plusieurs sujets. Mais il faudrait aussi alors imaginer de l'accompagnement solide et liquide, monsieur le recteur. Et je sais aussi que beaucoup d'élèves vont devoir rentrer à l'heure du déjeuner, ce qui n'est pas rien. Et peut-être pour le mot de la fin, vous aviez prévu des citations. J'en ai projeté une qui est celle de Victor Hugo, mais... Alors que j'aurais pu dire tout à l'heure quand vous m'avez posé la question sur Notre-Dame, donc Victor Hugo, vous savez, a écrit en 1831 un roman qui, pour la première fois, avait comme héros non pas un personnage mais un monument, Notre-Dame de Paris. Et en 1832, il écrit dans la Revue des Deux Mondes, c'est lui qui a qui a été le déclencheur de la restauration de Notre-Dame à partir des années 1830. Tandis que l'on construit à grands frais je ne sais quels édifices bâtards qui ne sont ni romains ni grecs, on laisse tomber en ruine d'autres édifices dont le seul tort est d'être français. Parce que
Notre-Dame, on dit que c'est de l'art gothique. Gothique, c'est un mot très insultant, inventé au XVIIIe siècle, au temps de Voltaire. Gothique, ça veut dire barbare. Hein, c'est les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths. Et donc, ce mot gothique n'était pas utilisé au Moyen-Âge. On disait l'art français, parce que c'est né en Île-de-France. L'art gothique rayonnant avec cette lumière qui rentre dans les églises, par rapport à l'art roman, qui est toute d'intériorité et de méditation, c'est vraiment une invention de l'Île-de-France. Et ça a accompagné la montée en puissance de la dynastie capétienne. Donc quand il dit « le seul tort est d'être français », c'est ça. Et donc il défend l'art gothique. Il y a deux autres petites citations. Il y a deux citations que vous vouliez aussi offrir aux voilà. élèves en particulier. Donc Viollet-le-Duc, qui est l'architecte qui a restauré Notre-Dame de Paris, donc à la suite du roman Notre-Dame de Paris, dit pas tout à fait le contraire, mais il dit « à quoi bon cette recherche de ce qu'ont laissé les autres pour ne rien produire soi-même » Et donc ça justifie ce que je disais tout à l'heure sur la flèche. Viollet-le-Duc crée une flèche néo-gothique, mais qui n'avait jamais existé, et on n'avait jamais fait une flèche aussi haute et aussi audacieuse. Mais ça, c'est Viollet-le-Duc lui-même. Toutes les statues qu'il a rajoutées, etc., c'est parce qu'il a brodé sur le patrimoine médiéval. Et puis il y en a une troisième que je trouve magnifique. C'est une association une fédération de diverses associations de défense du patrimoine dont la devise est « Les hommes passent avant les pierres ». Des pierres qui n'ont pas de sens pour les gens, elles sont mortes. Je vais vous citer un dernier exemple. En Espagne, où ils ont des quantités de châteaux, plus qu'en France même, mais beaucoup de châteaux forts, qui datent de l'époque de la Reconquête, ces châteaux forts, on ne savait pas quoi en faire. Eh bien, ils en ont fait, et ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale, des hôtels qu'on appelle les paradors. Je trouve ça formidable qu'on ait sauvé ce patrimoine en le faisant vivre, en détournant de sa fonction d'origine. Mais on n'a plus besoin de châteaux forts aujourd'hui. En revanche, ces bâtiments sont aujourd'hui somptueux, vivants et aimés des Espagnols et de tous les touristes qui viennent en Espagne, parce qu'on y passe des moments extraordinaires dans des pierres qui ont une âme. Mais elles ont une âme parce qu'elles sont vivantes. Un château fort, si vous avez visité Pierrefonds, c'est triste à mourir. Il y fait moins 10 degrés même au mois de juin. Et il ne se passe rien dedans. C'est un château fort qui a été restauré par Viollet-le-Duc, mais qui est vide et qui ne parle pas. Alors on peut rêver, on peut écrire des poèmes dessus, mais j'aime des châteaux forts, vivants, avec des activités à l'intérieur, voilà, tout ce qu'on peut faire. Cet amphithéâtre n'a d'intérêt que parce que vous êtes là. Sinon il est glaçant. Mais à l'époque, il n'y avait pas de question de sécurité. Toutes les baignoires étaient pleines aussi. Bon, aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas, mais je peux vous assurer, j'ai des photos. Il y a 100 ans, on a célébré ici le centenaire de la Société de géographie. Et on va célébrer le bicentenaire le 15 décembre prochain, grâce à l'acceptation de notre recteur de nous prêter cet amphithéâtre. Mais il y a 100 ans, il y avait 2000 personnes dans cet amphithéâtre, parce qu'il y a 2000 places. Cette année, on ne sera que 800 ou 850, je crois que c'est la jauge maximale, à condition que nous ayons vaincu la sale bête, le virus qui répand la terreur. Mais je peux vous assurer que là, les photos qu'on a de cette cérémonie il y a 100 ans, ça avait beaucoup d'allure. Cet amphithéâtre, il est fait pour être plein. Et quand vous avez un concert sur cette scène et que l'amphi est plein, ça vibre complètement. Et tout le monde vit, parce que l'acoustique est extraordinaire. Je crois que ça va être le mot de la fin. On n'a pas deux images à Est-ce que vous avez le temps de voir deux images que M. Pitt voulait vous offrir? Après, ils s'en vont. Ah, mais vous les avez sous le... Voilà. Je voulais vous terminer sur deux images du repas gastronomique des Français, parce qu'elles sont liées à l'Institut de France. Ces deux tableaux, le premier s'appelle le déjeuner d'huîtres, donc de Jean-François de Troyes, qui est un peintre de l'époque de Louis XV, commandé en 1735 par Louis XV lui-même, pour mettre dans ses petits appartements de Versailles. Et alors il n'y a que des hommes, j'en suis désolé, mais parce que c'est un repas de retour de chasse. Et tous ces hommes élégants, qui ont pu se changer quand même après la chasse, sont en train de déguster des huîtres et de boire beaucoup de champagne. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir la convivialité, les sourires sur les visages. Alors c'est un repas simple, ce ne sont que des huîtres. Mais Louis XV, qui était un peu neurasthénique du fait de son enfance compliquée, avait voulu que dans ces petits appartements, dans la salle à manger, il y ait d'un côté ce déjeuner d'hiver, donc ça se passe en hiver dans un palais. Tous ces personnages sont inventés, mais c'est la joie de vivre ensemble, de parler de ce que l'on mange. Et puis le deuxième
tableau. C'est celui donc de Nicolas Lancret, qui a été commandé par Louis XV la même année, qui s'appelle le déjeuner de jambon. C'est pour Louis XV les avait mis face à face dans ces petits appartements à Versailles pour rêver, tout simplement pour faire sourire les gens, parce que vous avez là, donc, là il y a des femmes, c'est une halte de chasse. Au cours d'une chasse, on s'arrête dans la forêt et on mange un jambon et on boit beaucoup de champagne et on boit sans doute un peu trop quand vous voyez le visage un peu rouge de certains des convives, mais c'est un moment aussi de convivialité, de joie de vivre. Ça, c'est le repas gastronomique des Français. Et ces tableaux, donc Louis XV les avait mis à Versailles dans ses appartements privés où il était très à l'aise, très heureux d'être là. Puis à la Révolution, ils ont été mis au garde-meuble national. Puis Louis-Philippe a voulu les remettre en place aux Tuileries et en 1848, ils ont été vendus. Et le duc d'Aumale, donc, qui est le bâtisseur de Chantilly, appartenant à l'Institut de France, a racheté ces tableaux en Angleterre et ils sont des chefs-d'œuvre exposés dans la galerie de peinture de Chantilly. Malheureusement, pas assez bien éclairés, je trouve, et on pourrait les mettre mieux en valeur, mais le duc d'Aumale nous a fait un testament qu'on est obligé de respecter, selon lequel on n'a pas le droit de changer un tableau de place. On doit laisser Chantilly exactement en l'état où il l'a laissé. Mais en tout cas, ces deux tableaux, si vous allez à Chantilly, allez les voir, ce sont des pures merveilles qui ont coûté très cher à la France, mais quelle chance nous avons de posséder un tel patrimoine vivant, parce que moi j'ai envie de me mettre à table avec ces gens-là. Pas vous ? Alors bon appétit et large soif, comme on dit en Bourgogne.